Décoratrice, l'objectif, c'est de rendre des intérieurs à la fois jolis. Donc, les intérieurs, ça peut être dans une maison, un appartement, des bureaux, des boutiques. À la fois jolis, mais surtout des endroits où on se sent bien, où il fait bon vivre. Voilà. La déco, ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours adoré ça. Et je me suis pas mal posé la question est-ce que je faisais des études de déco ou pas. Et c'est vrai que j'ai été plus ramenée vers la voie de la raison, de se dire en fait non, j'ai peur de ce secteur, j'étais pas bien sûre de moi. Donc j'ai choisi la voie la plus généraliste possible à mes yeux à l'époque, donc école de commerce, voilà, que j'ai fait à Bordeaux. Mais évidemment, j'étais quand même ramenée à mes aspirations plus artistiques et même en école de commerce, j'étais hyper impliquée dans le bureau des arts, les associations culturelles, etc. J'ai fait une majeure sur l'art et la culture. Enfin, voilà. Donc j'étais déjà quand même, j'avais quand même du mal à couper complètement avec mes premières amours, quoi. Un jour, j'ai fait le saut et ça a été lié notamment à une grosse. Enfin, j'étais enceinte de mon premier enfant, première grossesse, et du coup, c'est le moment où on se pose un peu les questions, où, à la fois par rapport à mes aspirations d'équilibre vie perso, vie pro, etc., et puis mes vraies envies. Puis j'ai eu un déclic aussi, pour la petite anecdote, en remplissant les livres de grossesse. Donc, quand on est enceinte, on nous offre ce truc-là où on pose plein de questions, la rencontre du papa, blablabla. Et bref, pour faire court, une partie sur qu'est-ce que tu souhaites à ton enfant. Moi, je me souviens, je lui écrivais avoir l'audace de réaliser ses rêves, des choses comme ça. Et je me sentais complètement hypocrite parce que moi, je me sentais mal dans mon boulot, etc. Et puis je me suis dit, toi aussi, réalise tes rêves, il faut montrer à tes enfants ce que tu leur souhaites. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai quitté mon ancien employeur et je me suis reconvertie dans la décoration. Moi, dans mon cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes en reconversion, l'objectif, c'est d'aller vite. Donc, j'ai choisi une formation courte. Et dans la déco, il y a beaucoup de formations qui existent, qui sont des formations qui durent 4 à 6 mois, qui après se terminent par 1 mois ou 2 de stage, et qui sont certifiantes ou diplômantes selon les formations. Donc, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai fait une qui s'appelle La Fabrique. Il y en a une très bien qui est en lien avec l'école Boulle, qui est une école très renommée. Voilà, donc il y a différentes formations. Et après, il y a aussi la possibilité de faire des formations plus longues quand on est plus hésitant et qu'on n'est pas sûr de vouloir se lancer tout de suite, ou en tout cas investir, parce que c'est quand même des formations qui coûtent assez cher. C'est de se dire, je fais des cours, il y a beaucoup de cours de déco avec la mairie, des choses comme ça qui sont beaucoup moins coûteux et qui se font le soir, les week-ends. Et ça, c'est des reconversions qu'on fait sur 2 ans, du coup, parce qu'il faut le faire en parallèle de son travail. Mais il y a aussi ces possibilités-là quand on est plus hésitant et qu'on a moins de trésorerie immédiate à mettre dans sa reconversion. Elle a clairement m'a permis d'avoir une base qui me semblait solide pour commencer. Et donc m'a donné la confiance qui me manquait en fait pour me lancer. Ne serait-ce que parce que tu sors déjà ces 4 mois hyper intenses, parce que ce que tu fais en 4-6 mois, c'est ce que tu fais normalement en étalé sur 1 ou 2 ans. Donc tu bosses beaucoup. Donc du coup, tu crées tu réponds à des faux projets, des faux appels d'offres, etc. Mais ça te crée déjà une base, un book à montrer après, des projets que tu peux, sur lesquels tu as vraiment eu, l'air de rien, une première expertise, quoi, même si tu n'avais pas un vrai client en face. Donc du coup, ça m'a vachement confortée dans l'idée que j'étais quand même armée et qu'en école déjà j'avais réussi à faire tous ces projets, donc il n'y avait pas de raison qu'avec un vrai client ça ne passe pas. Et puis aussi tu as quand même bon, alors après c'est rapide, mais tu étudies plein de choses, quoi, l'histoire de l'art de la déco, techniquement quels sont les points clés d'une salle de bain, d'une cuisine, les différents matériaux, les plans, les logiciels. Donc t'es quand même sur une palette qui est censée t'armer pour commencer. Après, c'est vrai que ça reste light. Et honnêtement, ça remplacera jamais, tu seras jamais aussi bien armé que quelqu'un qui a fait 50 décorations, c'est sûr. Mais franchement, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et ce qui aide aussi, c'est le stage à la fin. Quand tu es 2 mois avec un décorateur, c'est là où tu apprends sur le terrain, où tu as tout ce qui te manque. Enfin, c'est vraiment une complémentarité avec l'école, quoi.
Alors déjà, il y a toute la phase, on va dire la phase conception du projet. Donc quand toute la partie plus créative, avec ton client, tu vas définir, je sais rien, si tu refais une maison par exemple, bah, tu vas lui présenter un projet qui est ficelé. Donc voilà, sa nouvelle maison, comment elle va être à travers des maquettes, et cetera, les matériaux, les choix de mobilier, de couleurs, voilà. Donc ça, c'est une partie du projet. Tu as beaucoup de décorateurs qui font que cette phase-là, la phase projet livré sur maquette. Et après, tu as une autre phase qui va être la phase vraiment mise en œuvre, donc gestion des travaux, suivi des travaux pour rendre le projet fini en projet réel, quoi. Donc la maison avec tous les travaux terminés. Et ça, c'est une phase qui peut être que certains décorateurs font et d'autres pas. Voilà, le suivi de travaux. Donc ça, c'est libre à chacun parce que c'est vrai que là, il y a quand même une bonne technicité, avoir les bons artisans. Donc c'est aussi un autre engagement. Puis c'est du temps, il faut être beaucoup sur les chantiers, etc. Donc il y a des architectes d'intérieur ou des décorateurs qui adorent ça, d'autres qui aiment moins. Donc ça, c'est un peu libre à chacun. Voilà. Après, en termes de pas vraiment bloc de métier, mais tu as des décorateurs souvent qui s'adressent plus aux particuliers et d'autres aux professionnels, ou d'autres comme moi qui font les deux. Par exemple, moi, je ne sais pas choisir, donc je fais les deux. Mais, mais donc ça, c'est différent aussi. Les particuliers, c'est vrai que ça va souvent être des intérieurs, voilà, des maisons, des appartements. Les professionnels, il y a plein de possibilités. Ça peut être aussi bien des bureaux, des boutiques éphémères, des restaurants, des hôtels, etc. Donc, il y a des décorateurs qui sont spécialisés sur certains secteurs. Il y en a qui vont faire que du bureau, d'autres que de l'hôtellerie. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Vraiment, c'est un métier où, selon ce dans quoi tu t'engages aussi, tu as différents projets. Tu as des projets qui sont plus ou moins rémunérateurs. C'est vrai que si tu fais que la partie à mon projet, comme je t'ai parlé avant, tu vas chiffrer que de l'honoraire. Donc c'est rare que tu vas dire à tes clients, alors là, je vais vous demander 15 000 euros d'honoraire. Il faut quand même que ça reste des choses qui soient assez entendables pour un client. Donc forcément, il va falloir faire beaucoup de projets pour arriver à une somme à la fin du mois qui soit dans les 4 000 euros, quoi. En revanche, si tu fais aussi la partie travaux, sur la partie travaux, il y a tout un suivi de projet qui se chiffre. Alors, ça prend du temps, mais ça chiffre souvent mieux parce que tu te payes plutôt en pourcentage, en toute transparence avec ton client. Mais pour la partie amont et aval du projet, enfin, en tout cas, projet et mise en œuvre du projet, tu prends un pourcentage par rapport au budget des travaux. Donc, si tu dois refaire, si tu as 300 000 euros de travaux, enfin, tu vois, le pourcentage peut vite être bien rémunérateur. Donc, tu as quand même cette partie-là qui te permet de mieux gagner ta vie. Donc, en général, il y a un peu cette distinction. Il y a ceux qui font les projets. En général, je pense que tu peux vite arriver à des niveaux de revenus plus intéressants que si tu fais que le projet en amont sans la mise en œuvre. Alors ça, c'est un gros sujet que rencontrent tous les décorateurs, en tout cas surtout ceux qui sont en lancement. C'est la question oui, de comment faire un devis, comment bien évaluer les choses par rapport à la demande du client. Et c'est pas facile parce qu'effectivement, pour un client déjà, il faut vraiment avoir confiance en soi et être conscient de la valeur de ses actions. C'est vrai qu'être décorateur, on a l'impression que c'est un métier passion, que c'est facile. Donc du coup, les clients ont un peu cette approche-là. Ils ont l'impression que presque, voilà, c'est limite, on gagne pas notre vie avec ça. C'est pour s'amuser presque parfois. On a l'impression, bon, j'exagère, mais il y a certains clients qui ont un peu cette approche-là. Et donc, du coup, ils s'imaginent que pour quelques centaines d'euros, on va leur refaire tout un intérieur, etc. Et là, je te parle juste des honoraires de décoration, parce qu'après, il y a leur budget à mettre en œuvre dans la déco. Et donc, quand on leur explique que non, en fait, derrière, c'est du temps passé, il y a une vraie réflexion pour sourcer les produits, faire des plans, des maquettes, ça prend du temps, faire des allers-retours avec le client, etc. Et donc forcément, c'est un budget qui peut assez vite grimper. Et donc les clients, il faut bien leur expliquer tout ça. Déjà, ça, c'est une première chose, que c'est un vrai temps de travail, que c'est complexe et que s'ils font appel à nous, c'est justement parce qu'il y a une vraie compétence qu'eux n'ont pas, donc une vraie valeur ajoutée. Donc avoir confiance en soi pour pricer ça, parce que beaucoup de décorateurs qui se lancent à tout petit prix. Et après, c'est très difficile de monter. Quand on passe par bouche à oreille, de dire ça, c'est la décoratrice qui coûte pas cher, c'est super, elle fait un super taf. Et puis après, c'est vachement dur de monter en pricing. Donc ça, faire bien attention à avoir confiance en soi sur le juste prix.
elle est tout à fait différente. En général, les professionnels, eux, tac, c'est réactif, il faut aller vite. Je veux ça pour demain ou pour hier. Donc, on va vite, il n'y a pas 50 000 hésitations. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien choisir des décorateurs qui vont pas hésiter 3 heures entre un blanc cassé. Non, non, moi, je suis là pour leur apporter des solutions rapides à mettre en œuvre. Et puis, surtout, vraiment collé à l'ADN d'une entreprise. Donc, il y a aussi... alors moi, le fait d'avoir avant bossé en entreprise, je trouve, me rend peut-être plus efficace dans la compréhension du besoin de mon client et surtout dans la connaissance de ce que c'est qu'un client qui travaille et qui donc n'a pas le temps donc elle veut vraiment externaliser ça. Il ne va pas passer 3 heures à écouter ta présentation où tu vas lui jouer du violon pour lui raconter à quel point ça va être beau, etc. Donc il y a une vraie efficacité à mettre en œuvre pour les professionnels. Alors que pour les particuliers, justement, c'est une approche différente. À la fois, ils peuvent être pressés, mais ils ont besoin vraiment d'être rassurés dans leur choix, c'est chez eux, ils vont vivre tous les jours, donc ils vont voir tous les jours cette peinture que tu as choisie, donc il faut qu'il y ait une vraie réflexion engagée avec eux. Et c'est chouette aussi, c'est tout à fait différent, mais du coup, c'est quelque chose qui est, on va dire, plus enveloppant, plus de temps. Il y a vraiment une vraie confiance qui se met en place, parce que c'est assez intime de livrer son intérieur à quelqu'un. Moi, pour me lancer dans un projet de déco avec un particulier, clairement, je vais avoir besoin de connaître plein de choses sur sa vie, ses enfants, comment ils vivent ensemble, etc. Pour les goûts des uns et des autres. Donc forcément, c'est assez intime. Donc voilà, donc forcément, il y a une autre relation. Alors, la plus grosse difficulté, c'est d'être bien entouré. Parce que on est décorateur ou archi d'intérieur, on n'est pas expert technique on sait comment on pose un carrelage. Il y a évidemment pas mal de points techniques qu'on apprend, du genre les ordres de priorité dans un chantier, est-ce que ça va être d'abord l'électricien, plombier, enfin voilà, ces choses-là. Mais après ça, pour contrôler le travail des techniciens, on n'est pas nous-mêmes techniciens. Donc il faut bien s'entourer, avoir un bon carnet d'adresses, de bons artisans, des bons maîtres d'œuvre sur le chantier. Et c'est ça le plus difficile. Parce qu'il va falloir nous aussi gérer un timing, des délais et être là pour pouvoir rappeler quand même aux artisans que la livraison elle doit être tel jour, donc on ne peut pas prendre de retard. Donc c'est ça le plus compliqué, c'est au début de bien s'entourer. Et une fois qu'on a trouvé les bonnes personnes, en général ça roule bien. En tout cas, le premier écueil à enlever quand c'est quelqu'un qui veut faire de l'éco-friendly, il faut vraiment le faire pour les valeurs et pas pour le budget. Parce que si c'est dire, alors moi je veux aller chercher de la récup, des choses comme ça, parce que je veux un budget pas cher, ça c'est faux. En fait, souvent, quand on va faire du réemploi, de la récup, etc., alors oui, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir économiser du budget, mais de manière générale, ça amène aussi une complexité derrière, parce que pour avoir quelque chose de bien sourcé, ça veut dire qu'il va falloir avoir aussi une logistique en général, c'est quelque chose qui est à 360 degrés, donc une logistique de transport qui va être peut-être un peu plus coûteuse, une logistique de production qui nécessite plus de temps. Donc forcément, le budget il ne va pas diminuer parce qu'on va être dans le réemploi ou dans la réutilisation. Mais sinon, si on est conscient de ça, ça peut être un budget équivalent. Ça ne veut pas dire que ça va être plus cher que si on ne faisait pas d'éco-friendly. Mais parce que surtout, en général, quand on veut quelque chose d'éco-friendly, on ne va pas être dans la démesure. On sait qu'on aime aussi, je ne vais pas dire le minimalisme, mais en tout cas les choses raisonnables. Et on ne va pas aller mettre des choses partout, 50 000 bibelots de déco. Donc du coup, peut-être que chez un client lambda, on aurait mis plus de tabourets, d'accessoirisation. Et là, chez quelqu'un qui veut de l'éco-friendly, même si les produits à l'unité sont peut-être plus chers, on va en mettre moins, ça va être mieux sélectionné, plus raisonnable. Donc du coup, on va se retrouver avec des budgets plus équivalents. Donc tout est faisable dans l'éco-friendly. Aujourd'hui, il y a plein de super artisans qui font des choses à la main. Il y a plein de choses qui sont plus industrialisées, mais qui vont être bien plus raisonnées, fabriquées en France, avec des matériaux sains, etc. Donc ça, c'est chouette parce qu'il y a plein de jeunes qui se lancent là-dedans. Enfin, il y a plein d'entreprises canon. Donc moi, j'ai toujours beaucoup de diversité de choses à proposer à mes clients qui veulent de l'éco-friendly. Enfin, c'est pas juste, mince, on va se retrouver avec un seul fournisseur et ça va être tout le temps les mêmes choses. Non, il y a plein de possibilités qui existent. Après, c'est aussi plus complexe en termes de démarche, de recherche. Il y a même après, quand on va jusqu'au bout, jusqu'à la finalisation du projet livré, les artisans avec lesquels on va travailler, ça va pas forcément être les mêmes parce que trouver des menuisiers qui sont d'accord d'aller chercher du bois dans des forêts éco-gérées, etc., c'est plus de temps aussi pour eux, donc c'est plus compliqué. Donc, tout le monde ne le fait pas.
Donc voilà, il faut aussi avoir un autre réseau d'artisans qui va être d'accord de bosser dans cet esprit-là. Mais il y en a aussi plein hein, qui, voilà, faut juste faire son petit trou dans ce milieu-là. Mais une fois qu'on l'a, c'est hyper chouette de bosser de manière un peu plus raisonnable et il y a des choses faciles à faire. Après, effectivement, il y a du réemploi, de se dire, bah là, on va déjà faire un état des lieux de ce que vous avez chez vous. Ça, vous ne l'aimez pas, mais on peut le repimper, on va remettre une couleur dessus, on ne va pas le jeter, enfin, essayer aussi d'arriver à revaloriser des choses en les mettant de manière un peu différente, de ne pas tout bazarder. Bah, je pense qu'effectivement, pour construire un peu ce piège de se dire bah, c'est le métier passion, et voilà, hyper arty par excellence. En fait, pour être un bon décorateur, il faut quand même être, oui, il y a toute cette créativité, mais il faut être organisé, carré, euh, vraiment suivre le truc au taquet. Il faut penser à tous les points techniques. Donc, en fait, il y a vraiment ce côté. Ça, c'est une qualité. Enfin, voilà, l'organisation et ce souhait d'être efficace et carré, c'est hyper important parce qu'on ne va pas avec tiens, j'ai oublié une planche, ton rendez-vous client. C'est hyper important d'avoir voilà, un vrai professionnalisme, même dans un métier qui peut paraître passion. Quoi. Donc, ça, c'est le premier écueil à éviter, quoi, d'avoir ce côté trop créatif. Ça dépend de l'organisation. Après, il y a un vrai côté, une vraie écoute. Enfin, il y a ce côté de confiance avec le client. Un bon décorateur, c'est quand même celui qui va réussir à avoir. Il y a un feeling qui passe en général avec un client. Et c'est comme ça que le client va se dire ok, ben, moi je vais choisir cette décoratrice-là. J'ai eu plusieurs devis, mais ça va être elle ou lui. Parce que effectivement, bah, là, le feeling est bien passé. Mon décorateur m'a compris. Et ça, c'est hyper important. Donc, il y a quand même ce côté humain. À la fois avoir une vraie écoute de son client, puis lui poser les bonnes questions, le pousser aussi dans ses retranchements parfois, parce qu'on ne choisit pas un décorateur pour faire ce qu'on aurait fait soi-même, donc il ne faut pas juste dire ah oui, on va faire ça. Et aussi avoir un côté critique, être hyper force de proposition. Donc ça me semble hyper important pour créer une relation qui va faire qu'il y aura le déclic pour le client de se dire bah oui, voilà, ça va être un décorateur à choisir, quoi. Ouais, la satisfaction, bah, c'est vrai que ce qui est chouette, c'est quand même quand tes clients ont un peu ce truc de se dire bah waouh quoi. En fait, je n'imaginais même pas que ça pouvait être comme ça, c'est fou. Puis ce côté un peu, t'as su lire en moi et en même temps me proposer un truc que j'aurais jamais osé faire moi-même. Ça, c'est des trucs hyper chouettes parce que tu sais que tu vas chercher un peu le meilleur, le meilleur de ce que tu peux trouver chez quelqu'un et que tu arrives à le remettre en scène dans un intérieur. Donc ça, c'est hyper chouette. Après, la plus grande satisfaction pour moi, c'est vraiment que les gens se sentent bien. Et notamment, ce qui était important pour moi, c'était de faire du sens aussi autour de tout ça. Que ce soit pas juste faire joli. Et justement, venant du monde de l'entreprise, en ayant bossé dans des grosses boîtes où on est le sentiment d'être tous à la chaîne dans un univers hyper gris et tout, j'adore bosser sur des bureaux parce que du coup, je vais vraiment aller dans une approche où je vais rencontrer les gens pour savoir comment enfin, voilà, leurs aspirations, etc. Et puis quand à la fin, tu reçois des mails des employés de cette boîte qui te disent bah, franchement, on est tellement plus content de venir bosser aujourd'hui, c'est un truc de fou. Maintenant, on est trop content d'être au boulot. Alors, ça change pas la phase du travail, mais le fait de dire que ton environnement change et que du coup, tu apportes un peu de bonheur aux gens parce que tu as su mettre un peu de soleil voilà, dans un intérieur, ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment les choses qui me plaisent beaucoup.